Eh bien, écoutez, on va démarrer. Alors, donc, merci d'être présent donc, pour ce webinaire qui va parler de l'accrochage certificateur. Donc, ça s'intitule Comment comprendre l'accrochage et comment s'accrocher au SICPF donc de la Caisse des dépôts dans le cadre de l'accrochage certificateur lorsque l'on est un organisme certificateur. Alors, on va voir tout ça ensemble. Je voulais rapidement du coup, me présenter et présenter qui on est et ce que l'on fait. Donc moi, je m'appelle Clément Biche, je suis le directeur associé de l'agence ReachID et éditeur de logiciels et qui a créé le logiciel MyCertif, qui est un logiciel de gestion de la certification professionnelle. Je vous présente ça très rapidement, mais pour que vous sachiez d'où on vient et qui on est, et donc pourquoi on connaît et on maîtrise l'accrochage certificateur. En fait, on a créé un logiciel qui permet aux organismes certificateurs, donc détenteurs d'un RNCP ou d'un RS déposé auprès de France Compétences, d'utiliser un logiciel qu'ils utilisent en ligne, en format digital, pour piloter et contrôler leur référentiel, pour piloter leur parcours de certification, les candidats, les jurys, les grilles d'évaluation, les parchemins, les acquis donc sur les compétences, l'accrochage certificateur et le suivi de l'insertion professionnelle. Donc notre logiciel permet de gérer un gain de temps considérable et de respecter le cadre réglementaire imposé par la Caisse des dépôts et par France Compétences. Donc, dans ce logiciel, vous allez pouvoir gérer des utilisateurs, tous les utilisateurs et les intervenants des parcours de certification avec des rôles différents. Vous allez pouvoir créer des référentiels et créer des parcours de certification qui vont vous permettre de respecter exactement ce que vous avez déposé en termes de règlement intérieur à France Compétences et donc de piloter aussi un certain nombre, un réseau de partenaires. Et plutôt que d'avoir à les auditer après coup, et bien en fait, en utilisant un outil comme le nôtre, vous pouvez leur imposer de suivre le parcours et les contraintes et réglementations que vous vous êtes imposées lors de votre dépôt à France Compétences, puis de gérer des dossiers de validation rattachés à chacune des candidatures pour ensuite organiser jury d'évaluation, jury de certification, s'assurer qu'il y a tous les éléments sur les acquis sur les compétences ou les blocs de compétences, pour in fine générer des parchemins qui sont personnalisables ou des attestations d'acquis de bloc. Pour enfin gérer le réglementaire, le logiciel gère automatiquement l'accrochage au FICPF avec la génération du fameux XML, dont on va parler juste après, et le suivi de l'insertion professionnelle, qu'on appelle aussi le suivi des cohortes, qui est obligatoire à 6 mois pour le RNCP. Bon, voilà, pour résumer, on a créé un logiciel qui fait tout ça. Et en fait, de ce logiciel, vous allez voir, on a extirpé la brique accrochage pour en faire un outil gratuit en ligne pour les certificateurs que je vais vous présenter maintenant. Alors, juste avant de démarrer, c'était important pour nous, à chaque fois qu'on présente là sur la partie accrochage, de bien faire un qui est qui et de bien dissocier les choses entre MyCertif, mon compte formation et la Caisse des dépôts. Alors, MyCertif est lauréat de l'appel à projet qui s'appelait Dépôt des listes de certificateurs qui a été fait par qui a été fait par la Caisse des dépôts. Et donc, on n'est pas partenaire, on n'est pas labellisé, on va dire qu'on est reconnu comme un acteur de confiance capable de générer le XML attendu et de faire ça en co-traitance et de déposer des XML pour des certificateurs. La Caisse des dépôts nous a choisis et on a aussi du coup un contact privilégié si on veut pouvoir poser des questions techniques, ce qui permet, si vous avez des questions, de les poser plus rapidement et d'avoir peut-être des réponses plus rapides. Donc on est lauréat de cet appel à projet. Mais malgré tout, comme il n'y a aucun lien de partenariat, comme il n'y a aucun lien de subordination, comme il n'y a aucun lien de rien, bah, c'est quand même important de garder à l'esprit que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui euh, n'est pas parole d'évangile. C'est-à-dire qu'on n'est pas la Caisse des dépôts. C'est la Caisse des dépôts qui a imposé qui a imposé effectivement un passeport de compétences, mais surtout un dictionnaire à respecter pour générer le XML pour l'accrochage, avec toutes les règles et toutes les consignes qu'il faut suivre. C'est ça qu'il faut suivre et c'est ça le cadre légal aujourd'hui. Nous, ensemble aujourd'hui, pendant une petite heure, on va vulgariser le propos et je vais essayer de vous accompagner et de bien réexpliquer ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire. Mais du coup, je risque de prendre des raccourcis. Il y a peut-être des choses que je ne maîtrise pas forcément. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et donc, par non-connaissance ou mes informations, parce que la Caisse des dépôts fait bouger les choses quand même assez rapidement et nous en informe pas forcément, il peut y avoir des petites dissonances. C'est important de bien dissocier MyCertif et la Caisse des dépôts de tout ça. Alors, le besoin
plus ou moins urgent, mais maintenant quand même un peu urgent parce que ça fait quand même un petit moment que ça court, c'est l'accrochage certificateur pour beaucoup d'organismes certificateurs. Un petit rappel rapide sur l'historique et ce qu'est la réglementation et ce qu'on vous impose. Si vous êtes un organisme certificateur, donc on précise bien, hein, ce sont les organismes qui ont déposé des certifications auprès de France Compétences, donc ORNCP ou ORSCH. Si vous êtes détenteur d'une certification, elle est à votre nom ou au nom de votre organisation, vous êtes concerné par l'obligation de faire l'accrochage certificateur, donc de transmettre les données de tous les titulaires que vous avez certifiés, donc que vous avez titularisés sur votre certification, au système d'information du compte personnel de formation, aussi appelé le SICPF, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Donc là, déjà plusieurs choses. La rétroactivité démarre au 1er juillet 2021. Je vais tout de suite répondre à une question qui m'a déjà été posée plusieurs fois. Oui, mais si depuis le 1er juillet 2021, je n'ai plus ma certification, votre RS ou votre RNCP n'a pas été renouvelé. Il a été, par exemple, il n'a pas été renouvelé à fin décembre 2022. Le fait est que vous devez quand même accrocher tous ceux que vous avez titularisés depuis le 1er juillet 2021 et jusqu'au moment où votre certification est devenue inactive. Et donc, la réglementation, elle s'adresse aux organismes certificateurs depuis le 1er juillet 2021. Et une autre info, c'est à partir enfin, de manière récurrente, en fait, vous avez 3 mois, à partir du moment où vous avez terminé un jury de certification et où vous avez titularisé quelqu'un, vous avez 3 mois euh, pour faire cet accrochage certificateur. On a quelqu'un qui vient juste de nous rejoindre. Donc voilà, la réglementation, c'est ça. Pour faire cela, pourquoi il faut faire cela pour ceux qui, si vous n'avez pas forcément suivi, la loi Avenir professionnel et donc la réforme de 2018, initialement une réforme de 2015, a instauré ce qu'on a appelé le passeport de compétences. Alors ça, c'est dans la loi de 2018 ça a été voté. Chaque citoyen français est censé avoir ce qu'on a appelé un passeport de compétences, qui va être rattaché à son numéro de sécurité sociale et qui va être rattaché à son France Connect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tous ces environnements, en clair, vous pouvez vous connecter aujourd'hui sur votre compte Amélie pour la sécurité sociale, sur votre impôt Gouv pour payer vos impôts, et bien vous aurez un service qui va arriver qui s'appelle le passeport de compétences dans lequel vous verrez vos certifications et dans lequel vous pourrez créer votre CV en ligne et puis aller mettre toutes les compétences qui sont acquises, etc., qui devraient servir à moyen terme de pouvoir améliorer l'employabilité générale et de pouvoir, lors des recrutements, avoir accès justement à ce passeport de compétences. Donc c'est ça qu'on vous demande de remplir, puisque ce passeport de compétences qui est rattaché à chaque citoyen français, c'est pas aux citoyens français d'aller le renseigner. Ce serait trop facile. Bah, moi, j'ai un master 2 en biochimie. Ouais, ok, apportez-moi la preuve, je pourrais falsifier n'importe quoi, aller sur Photoshop, créer ce que je veux, un faux diplôme, c'est trop facile. Donc aujourd'hui, c'est bien à l'organisme certificateur d'informer l'État au travers de la Caisse des dépôts et donc de l'accrochage certificateur que telle personne est bien titulaire de sa certification. C'est ça, l'accrochage certificateur, ça sert à ça. Et donc c'est une obligation légale, bien plus que réglementaire. Pour faire cela, si vous êtes donc organisme certificateur, nous, on a créé un outil qui va vous permettre, sans utiliser notre logiciel MyCertif qui est payant, un outil gratuit qui vous permet de compléter sous format Excel, qui est normalement le format que les organismes certificateurs maîtrisent peut-être le mieux s'ils n'ont pas fait leur virage digital. Et donc de créer de récupérer notre modèle Excel, de le remplir. Et notre modèle Excel respecte le dictionnaire de la Caisse des dépôts. Et de ce fichier Excel, vous allez pouvoir le réinjecter dans notre outil, mais de manière gratuite, pour générer le XML attendu. Donc voilà, vulgairement, ce que je viens de dire, c'est symbolisé ici. Nous, on a notre logiciel MyCertif qui gère tout ça. Des gens, des intervenants, des référentiels, des parcours de certification, des jurys, des parchemins et les enquêtes des cohortes et l'accrochage certificateur. Et bien, ce module-là, on l'a extirpé, isolé et on en a fait un outil gratuit. Alors, on va le regarder ensemble, cet outil gratuit. Juste avant ça, alors cette slide, je l'avais avant d'être lauréat de la Caisse des dépôts, mais finalement, je la trouve plus rassurante que d'être lauréat de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, nous, on a accompagné plus de 180
organismes certificateurs. Ça correspond à plus de 8000 titulaires accrochés, réussite d'accrochage depuis juin 2022. Et plus de 1300 XML ont été générés sur notre outil gratuit. Et donc, voilà. Là, je ne vous présente pas un outil où vous allez essayer, ça va bugger, ça ne va pas marcher. Ça fonctionne, c'est concret. Et il y a plus de 180 organismes qui l'ont utilisé et qui ont réussi à accrocher. Donc, je vais vous montrer cet outil et on va tout regarder ensemble étape par étape. Donc, pour faire votre accrochage certificateur, la première étape, si celle-là n'est pas faite, je vais vous copier-coller le lien là tout de suite. Parce que si ça, c'est pas fait, je vous invite à le faire, mais alors plus que immédiatement. Parce que la première étape, quand la Caisse des dépôts fait la chasse aux mauvais élèves, c'est d'être identifié auprès de la Caisse des dépôts comme un organisme certificateur. Parce que ce n'est pas automatique. Si vous êtes un jeune déposant ou vous venez de renouveler votre certification, c'est pas parce qu'elle est déposée à France Compétences que la Caisse des dépôts vous a identifié. C'est à vous, en tant qu'organisme certificateur, d'aller vous identifier auprès de la Caisse des dépôts pour dire j'existe, je suis certificateur, je dois procéder à des accrochages. Merci de me créer un compte sur le portail des responsables de diplôme et de certification, qui est le lien que je vous ai mis dans le chat, et grosso modo, pardon, ce site. Donc, le portail d'information des responsables de diplôme et certification. Et vous allez voir énormément d'informations concernant notamment l'accrochage, et dans lequel vous pouvez aller sur me faire connaître et sélectionner je souhaite créer un compte pour accéder au service d'assistance des certificateurs ou je souhaite me faire connaître pour procéder à mon accrochage ou mes accrochages. C'est bien ça qu'il faut prendre. Vous faites passer à l'étape suivante. Remplissez les informations sur votre identité, l'organisation et en quel type de certification vous possédez, etc., etc. Et la Caisse des dépôts va vous renseigner deux choses. Elle va vous renvoyer un accès pour pouvoir vous connecter là-haut, qui va permettre du coup de faire vos accrochages. Et elle va vous donner des identifiants, BCR, ID client, ID contrat, que vous verrez, dont vous aurez besoin pour réaliser le XML à travers de notre outil. Donc ça, c'est la priorité. C'est ce qu'il faut que vous fassiez tout de suite si ce n'est pas fait. Une fois que vous avez fait ça, si vous êtes déjà identifié en tant que certificateur, vous avez déjà vos accès, il n'y a pas de questions à se poser, c'est comme d'habitude. Donc, si vous voulez générer des XML pour vos accrochages, notre outil gratuit se trouve sur ce lien, accrochage.mycertif.fr. Je vais vous le copier-coller. Et d'ailleurs, je ne vais pas continuer sur ma présentation, on va directement aller d'ailleurs sur ce lien. Donc, notre site gratuit, c'est celui-ci, accrochage.mycertif.fr. Aide à l'accrochage certificateur. Donc, c'est permettre au certificateur de compléter un modèle Excel pour générer un fichier XML. Voilà les différentes étapes. 1, on vous demande de télécharger le fameux modèle Excel qu'on a créé pour vous. 2, de remplir ce fichier Excel. 3, de revenir ici, accrochage.mycertif.fr, de déposer votre fichier Excel complété. Et s'il est correctement complété, ça va vous générer le XML. S'il ne l'est pas, ça va vous dire pourquoi ça bloque. Ah ben, on va le faire ensemble. Donc, je fais télécharger le modèle Excel à remplir. Voilà, il va aller dans mes téléchargements. Je vais l'ouvrir sur mon écran. Basculer à droite. Et voilà, c'est bon. Donc, voilà le fichier Excel qu'on vous a créé. Alors, il a l'air un peu barbare comme ça, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Les cases qui sont tout en haut, elles ne sont pas du tout obligatoires. Elles ne servent qu'à vous, pour vous, à vous repérer dans les différents fichiers Excel que vous allez peut-être devoir créer. Vous voulez créer un fichier Excel par promo, par jury de certification, par année. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Mais du coup, vous pouvez mettre ici un petit peu ce que vous voulez. Voilà, on va inventer quelque chose. On va dire que je suis l'école ABCD. Ma certification là pour laquelle je vais faire l'accrochage, c'est ma certif, je sais pas, management des organisations. La promo, c'est la promo de juillet 2023, admettons. Et la date là, tout de suite, de laquelle je risque d'envoyer mon accrochage, on va faire ça maintenant.
C'est vraiment facultatif, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est pour vous. Ce qui est très important, c'est ce qui est en dessous là. Ici, on vous a remis tout le dictionnaire de la Caisse des dépôts. Et donc, voilà tout ce que vous allez devoir renseigner. On va devoir renseigner des éléments sur des éléments un peu techniques, informatiques, sur le flux qui génère le XML. Vous allez voir, ça va très bien se passer, on le fait pour vous. Ensuite, on va devoir vous identifier en tant que certificateur. Donc, il va falloir remettre les identifiants que vous envoyez à la Caisse des dépôts. Vous allez devoir renseigner la certification concernée par l'accrochage. Puis, vous allez devoir renseigner des éléments sur cette certification, depuis quand elle est valide, est-ce que c'est un score ou est-ce que c'est du acquis non acquis, est-ce qu'il y a eu une mention. Puis, il va falloir renseigner les modalités de voie d'accès à cette certification. Puis, les éléments sur les titulaires, du coup. Voilà, assez simple. Ça va très loin sur la droite dans Excel. Et à chaque fois, vous allez voir, on vous a mis ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif, et on vous a mis des commentaires à chaque fois pour bien qu'on comprenne ce qu'il faut faire. Donc, on va le faire ensemble. Il y a écrit là, commencez votre saisie en dessous de cette ligne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous recommencez à renseigner vos titulaires qu'à partir de la ligne, tout ce qui est avant la ligne 22, c'est de l'informatif, c'est pour vous guider. Donc, on va commencer à remplir ce fichier Excel ensemble. D'ailleurs, je viens de supprimer des choses là. Vous voyez, ici, il y a marqué auto, ne rien inscrire, puisque l'ID flux et l'horodatage qu'on vous demande de générer, si vous deviez faire vous-même le XML pour l'accrochage, bah, vous devriez renseigner des trucs comme ça, créer des identifiants, etc. Là, on ne s'embête pas, j'ai marqué auto, ne rien inscrire, et ben, vous n'inscrivez derrière. Émetteur du flux, c'est vous. C'est vous qui allez générer ce petit flux XML là. On vous demande de vous identifier. Donc, cette identification, elle va se faire par un ID client que vous allez recevoir par la Caisse des dépôts, parce que vous serez passé par ici, comme je vous l'ai montré avant, sur le portail des responsables de diplôme et certification, dans Me faire connaître. Vous serez fait identifier comme un organisme certificateur et vous aurez reçu, du coup, un ID client que vous allez compléter ici. Moi, là, j'en ai inventé un, et qui est conforme au format de ce qui est attendu. Donc là, vous embêtez pas, vous copiez-collez votre ID client. Des fois, quand on est des co-certificateurs, en ayant plusieurs certificateurs sur une même certification, on peut être donc plusieurs, donc on peut avoir plusieurs ID clients, ça peut être un peu compliqué. On va faire les cas simples. Votre ID client 2, c'est le même que l'ID client tout court. Vous ne posez pas de questions en me disant ah, j'en ai reçu qu'un identifiant, je ne sais pas ce que c'est que cet ID client 2. C'est du coup le même que votre identifiant. C'est obligatoire. Là, on est dans du rouge partout. Hein. Ici est obligatoire, sauf ici où il y avait marqué auto ne rien inscrire, puisqu'on va le compléter pour vous. ID contrat 2, c'est ID contrat tout court, c'est pareil, c'est un identifiant que la Caisse des dépôts va vous envoyer. Il va vous envoyer votre ID client et votre ID contrat. Ça permet de définir qui vous êtes en tant que certificateur auprès de la Caisse des dépôts. Ça, c'est pas compliqué, c'est copier-coller par rapport à ce que vous aurez reçu par mail. Ensuite, on va identifier la certification sur laquelle on veut accrocher, là, tout de suite, là, le titulaire que je suis en train de compléter. On va l'accrocher pour une certification donnée. Eh ben, le type de la certification, c'est pas compliqué, c'est soit RNCP, soit RS. En l'occurrence, on va dire que c'est du RS. Le code de mon RS, on va dire que c'est le RS 1212. Donc, vous écrivez RS 1212. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est le code. Le code, c'est avec RNCP ou RS devant. C'est pas juste 1212. Si vous voulez réavoir des infos à la suite du webinaire qu'on fait là, sachez qu'au-dessus, là, à chaque fois, sur Excel, il y a des petites flèches rouges, c'est les commentaires. Je vous ai mis des commentaires un peu partout. Donc là, vous voyez, si vous avez un doute, ben, le code ou le numéro de la fiche France Compétences de la certification habilitation RNCP RS. Et je vous ai fait un modèle sur la ligne 18 de un exemple de comment remplir. Vous voyez que j'ai bien remis le diminutif RNCP ou RS devant, il faut le mettre. RS 1212, ce RS n'existe bien évidemment pas. Enfin, peut-être qu'il existe, mais en tout cas, je ne suis pas le certifié, je ne suis pas le nature du déposant, bah, c'est pas compliqué, c'est soit certificateur, soit tiers de confiance. En l'occurrence, là, on va imaginer que je le fais comme si j'étais quelqu'un comme vous, un certificateur, ce qui n'est pas mon cas. Vous mettez certificateur. Mais en l'occurrence, vous pourriez passer par un tiers de confiance. Par exemple, nous qui sommes lauréats de la Caisse des dépôts sur le sujet,
Pour être tiers de confiance, on pourrait très bien, en votre nom, aller déposer. Mais dans ce cas-là, quand on déposerait le XML, on ne dirait pas qu'on est le certificateur, on dirait qu'on est le tiers de confiance. On va faire plus simple. C'est comme si vous étiez en train de le remplir, vous êtes certificateur. Donc voilà, pour l'instant, on a rempli qui on est, mais plutôt que de mettre le nom de votre organisation, de l'organisme, etc., vous avez rentré des identifiants qui sont ceux que la Caisse des dépôts vous aura envoyés, et on a rentré la certification d'idée. Maintenant, on doit remplir des infos sur cette certification, sur le passage de la certification. En l'occurrence, on va revenir après sur l'ID technique. Notre certification, elle va avoir une date de validité, date de début de validité, une date de fin de validité, et elle va surtout avoir des options de savoir s'il y a des mentions ou est-ce qu'elle a été acquise par scoring ou par acquis non acquis. Scoring veut dire est-ce qu'elle a été acquise grâce à une note, par exemple le TOEIC, le TOEFL, etc. Les certifications de langue ont souvent une note. Donc on va remplir tout ça. Alors, on commence par remplir, ce qu'on nous demande de remplir, c'est l'ID technique. Voilà, panique à bord, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? ID technique, encore un truc que je ne sais pas. C'est pas quelque chose qu'on va vous envoyer. Si vous regardez le petit commentaire que j'ai mis, l'ID technique, c'est un numéro unique que vous devez remplir qui va identifier le titulaire de cette certification. À la fin, vous allez voir, on va écrire le nom, le prénom, la date de naissance, le genre, le lieu de naissance, etc. de la personne qui a obtenu ce RS 1212. Mais malgré ça, il faut créer un numéro unique pour cette personne parce que c'est à travers ce numéro unique que vous allez communiquer avec la Caisse des dépôts si demain il y a des mises à jour à faire. Donc, on pourrait mettre 1, et puis deuxième personne qui passera, on mettra 2, puis 3, puis 4, puis 5. Mais bon, c'est un peu léger comme façon de faire. Très bien, et ce que je propose en général, c'est de reprendre à minima l'année de la certification, peut-être la date du jury. Donc là, je sais pas, je vais mettre 2023 en juillet le 12. Puis de reprendre peut-être la date de naissance de la personne, si vous l'avez. Et de mettre son ordre de passage, et ben c'est la personne qui est passée en jury de certification, enfin en jury d'évaluation, en jury de certification, elle a été regardée en premier. Ça, c'est un ID technique à peu près unique. Alors, on s'accordera tous à dire que ici, si on pouvait mettre le numéro de sécurité sociale, on gagnerait tous une étape. Sauf que le numéro de sécurité sociale, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le droit de le collecter, puisque c'est RGPD++, et que ça n'est pas censé servir à ça. Par contre, il y a beaucoup d'écoles de l'enseignement supérieur privé qui font du RNCP, qui ont des numéros étudiants qui sont uniques, qui ont des numéros autres, bref. Vous mettez à peu près ce que vous voulez, mais il faut que vous vous assuriez que ce numéro est unique, parce que si vous en mettez un en doublon, il va aller écraser des données pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, là j'ai créé un numéro plus ou moins unique. Facultativement parlant, on me dit, est-ce que cette certification, j'ai une URL de preuve du parchemin qui a été édité? Il y a certains services qui proposent effectivement ce. Moi, par exemple, dans MyCertif, j'ai effectivement un parchemin que si vous utilisez notre logiciel sur lequel vous avez un lien, que vous pourriez tout à fait remettre ici. Là, c'est facultatif, on ne va pas le mettre. Est-ce qu'il y a eu des options dans cette certification? Ça peut arriver, c'est facultatif. Je vous invite à ce qui est facultatif à ne pas le remplir parce que ça peut être source d'erreur pour l'instant. Libellé d'options, on ne met pas. Obtention de la certification. C'est une certification, mon RS12 qui a été obtenue par admission ou par scoring. En clair, est-ce qu'il a fallu une note pour dire si oui ou non il a été reçu à cette certification ou est-ce que c'est par admission, jury de certification, acquisition, non acquis? On va faire ce que je connais le plus souvent, par admission. Ensuite, cette personne que je suis en train d'accrocher là, ce RS1212 qu'elle a eu, est-ce que quand elle l'a obtenu, elle est certifiée tout de suite ou est-ce qu'il y a un délai? Données certifiées, indiquer oui si la certification est obtenue et elle est définitive, indiquer non si, si c'est une habilitation, par exemple, qu'il va falloir refaire au bout de 2 ans, etc., etc. La plupart du temps, comme beaucoup des certifications sont obtenues à vie, c'est oui, pas la question. On peut mettre, mais c'est facultatif, la date de début des évaluations formatives, la date de fin des évaluations formatives, donc les examens, modalité de passage des examens, présentiel, e-learning, etc. Le code postal du centre de formation partenaire ou de l'école qui a accompagné. Mettre dans ces cas de figure des choses comme ça, c'est facultatif, je ne le remplis pas.
Par contre, c'est obligatoire, il faut mettre la date de début de validité de la certification. Donc, ce n'est pas la date de début de validité de certification de quand elle a été déposée à France Compétences, c'est la date de début de validité de l'obtention de cette certification par cette personne-là que je suis en train d'accrocher. En l'occurrence, cette personne que je suis en train d'accrocher, dans son numéro ID technique que j'ai mis ici, dans mon exemple que j'ai simulé qu'elle avait obtenu le 12 juillet 2023 lors de son jury de certification où on a décrété qu'elle avait obtenu sa certification. Il y a un certain formalisme de date à respecter. Je mets 2023 07 12, c'est la date de début de validité de sa certification. Quand je fais entrer, même si j'ai mis le bon format, il me transforme Excel systématiquement les dates avec des slash et compagnie. Ne vous embêtez pas, ça va fonctionner aussi. Date de fin de validité, on vient de dire un peu plus tôt que c'était une donnée certifiée à vie et que donc il n'y avait pas. Donc si j'ai mis oui ici, c'est pas une habilitation ou c'est pas quelque chose qu'il va falloir repasser. Donc la date de fin de validité, ben il n'y en a pas, puisqu'on vient de dire que c'était acquis à vie. Donc là, quand ça n'a pas lieu d'être, cette question n'a pas lieu d'être, mais elle est quand même obligatoire, vous ne pouvez pas laisser la case vide. Vous devez renseigner ce petit mot, là, nil, que je vous exprime un peu dans les commentaires. Nil, on va dire, ça veut dire n'a pas lieu d'être. C'est une donnée qui est obligatoire, mais elle n'a pas lieu d'être dans mon cas de figure, puisque j'ai dit que la certification était obtenue à vie. Par contre, si ici j'avais mis non, et que ici il y a une date de fin de validité, eh ben, il faut mettre la date de fin de validité. Ensuite, il y a beaucoup d'équivalences avec d'autres référentiels européens, notamment en langue et en informatique. Alors là, je suis parti du principe que je ne faisais pas une certification complexe, effectivement, ni informatique, ni de langue, qui est le plus gros des cas de figure qu'on a vu. Hein. Donc, on va mettre non partout. Est-ce que j'ai une équivalence en présence niveau langue européenne? Je mets non. Si ça peut être votre cas, si ça peut être oui, vous regarderez le long commentaire que j'ai mis et puis vous irez regarder un peu plus dans le détail du dictionnaire de la Caisse des dépôts. Je ne vous cache pas qu'à Ada, je n'ai jamais traité ce cas sur les plus de 150 certificateurs, je ne sais plus combien on en a eu d'ailleurs, qu'on a accompagnés. Présence niveau numérique européen, pareil, il y a des équivalences avec le DIGCOMP, qui est un référentiel européen. Je n'ai jamais rencontré ce cas-là pour l'instant. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous nous poserez la question et on la posera à la Caisse des dépôts si vous avez des soucis. Donc, équivalence, présence niveau européen, non. Présence numérique européen, non. Scoring. Scoring, ça veut dire, grosso modo, pourquoi faire? Et c'est la note. Marquer note. Caisse des dépôts qui a marqué scoring, donc on a mis scoring. Scoring, ça veut dire que si ici vous avez mis que l'obtention de la certification, elle se fait par scoring, donc par une note, et bien la note, on attend à ce que vous la renseigniez ici, en case 5.15. En l'occurrence, j'ai bien mis que là, la personne que je suis en train de renseigner, c'est sur une certification qui est par admission, et donc pas de note à rentrer. Ça n'a donc pas lieu d'être. J'écris nil. Est-ce que cette personne qui a eu la certification, il y a eu une mention? Il y a un certain formalisme pour les mentions. Vous ne pouvez renseigner que ce qui est là. Soit c'est mention sans mention, soit assez bien, etc., etc., etc. En l'occurrence, bah, soit vous mettez sans mention, soit vous mettez nil parce que ça n'a pas lieu d'être. Vous n'avez rien défini de tout ça sur votre certification. Et bien sûr, vous mettez la mention. Puis, il y a tout un onglet, là, les cases 6 qui sont pareilles sur le niveau numérique européen, où là, on va vous demander beaucoup plus d'infos s'il y a des équivalences pareilles avec ce niveau numérique européen, etc. Je n'ai pas rencontré le cas pour l'instant, on s'en préoccupe pas, puis c'est facultatif, on ne renseigne pas. Par contre, ce qu'il va falloir renseigner dans les cases 7, c'est la modalité d'inscription, la modalité d'accès, les voies d'accès. Pareil, là, c'est un formalisme. Vous ne pourrez pas faire de copier-coller. Il faut renseigner exactement ce qu'on vous demande. En l'occurrence, on va dire dans mon cas de figure que c'est de la formation continue hors contrat d'apprentissage. Si vous aviez ici sélectionné VAE, là c'est facultatif forcément, mais si vous renseignez ici VAE, renseignez voie d'accès VAE, initiative VAE, donc est-ce que c'est Pôle emploi, via un OF, via un employeur, etc. et date d'inscription. Mais la VAE pour l'instant, on ne va pas la traiter, on va dire que c'est une formation continue hors contrat de professionnalisation. Et enfin, tout ça pour arriver à quand même la personne que je suis en train d'accrocher là, et ben, il va falloir renseigner qui elle est. Je vais me mettre moi.
Mon nom de naissance, c'est Biche. Mon nom d'usage, c'est Biche. Le nom d'usage est obligatoire. Donc, si le nom, vous remettez le même nom que le nom de naissance, s'il n'y a pas de nom d'usage. Prénom, Clément. Deuxième prénom, troisième prénom. Si vous les mettez, ça peut aider à mieux trouver la personne. Mais bon, là, c'est facultatif. Je vais rester sur ma règle. C'est facultatif, je ne le renseigne pas. Année de naissance, 1986. Mois de naissance, février. Jour de naissance, 15. C'est pas ma vraie date de naissance. Ceux qui sont... Sexe, moi, je préfère dire le genre, mais c'est vrai que c'est sexe maintenant, pas qu'il y ait de débat, soit homme, soit femme, et c'est le sexe de naissance. Donc M, là c'est M ou F. Ensuite, vous devez dire cette personne, vous devez, pour qu'on la retrouve, renseigner sa ville de naissance, son code postal de naissance et ou son pays de naissance. Donc, c'est où. Soit vous renseignez le code INSEE de la commune de naissance, que personne ne connaît, mais quand vous avez mis les tables en dessous, vous pouvez trouver sur Internet. Soit vous renseignez son code postal de commune de naissance, ça c'est quand même plus facile. On va dire que moi, je suis né dans les Vosges. Le libellé de la commune de naissance, bah, c'est facultatif. Et là, comme il y a des tirés, des accents, etc., on ne va pas s'en préoccuper. On ne le met pas, c'est plus simple. Le code de pays de naissance, c'est pareil, on vous les a mis plus bas, mais le code de pays de naissance, c'est très important pour les gens qui sont nés dans un pays étranger. En l'occurrence, si c'est des personnes, vous mettez libellé du pays de naissance, France. Et ça suffit. Donc, code postal, pays de naissance. Ça suffit largement. Par contre, si c'est une personne qui est née à l'étranger, on a quand même beaucoup de cas pour beaucoup de certificateurs, là, ce qu'il faut mettre, c'est le code pays de naissance et le code INSEE de la commune de naissance. Parce que là, du coup, comme c'est pas français, c'est beaucoup plus facile de l'identifier et ça fonctionne comme ça. Donc, si je résume, moi, je viens de me mettre là en tant que titulaire une certification que j'ai faite via la formation continue hors contrat d'apprentissage, qui est une certification que j'ai obtenue le 12 juillet 2023, date de mon jury de certification, qui est une certification que j'ai obtenue par admission. Il n'y a pas de note, pas de score. On m'a créé un identifiant unique qui est celui-ci. Mon certificateur qui m'a certifié, c'est vous, et vous êtes identifié par ces codes-là que la Caisse des dépôts vous a renseignés, et on est en train de m'accrocher un RS 1212 qui a priori serait un truc sur le management des organisations, même si on n'a pas mis l'intitulé officiellement là, et qui sera rattaché au numéro du RS. Voilà, donc ça permet d'accrocher une personne. Alors, comment ça va se passer clairement pour l'accrocher? La Caisse des dépôts, par un principe qui s'appelle la NIRisation, va tout simplement recréer un code de numéro de sécurité sociale. Avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon genre, mon sexe, mon code postal de ville de naissance, eh bien, il va pouvoir recomposer mon numéro de sécu 1, 86, tatati tatatum, jusqu'à le code de sécurité que la Caisse des dépôts s'est recréé avec un algorithme étatique, j'imagine. Et donc, en recréant le numéro de sécurité sociale, ils vont me trouver et ils vont associer à mon passeport de compétences le RS 1212. Ce qui veut dire que si ici vous avez fait une erreur de collecte, une erreur de frappe, et que vous avez mis 1987, alors que le titulaire est né en 86, eh ben ça ne marchera pas. C'est-à-dire que vous aurez une erreur qui vous dira que la personne n'a pas été trouvée. Donc il faut s'assurer que dans toute la dimension titulaire, toutes les infos renseignées sont les bonnes infos. Typiquement le code pays ou le code postal de la commune de naissance ou le libellé du pays, c'est du pays de naissance. C'est ce qui va nous permettre d'associer cette personne par rapport à son numéro de sécurité sociale. Savoir qu'aujourd'hui, elle vit dans le 67, ça ne m'aide pas, ça ne me sert à rien, et ce sera d'ailleurs une donnée qui ne me permettra pas d'accrocher. Donc là, il faut être vigilant sur ce genre de données qu'en général, les organismes de formation, dans le cadre des apprenants qui rentrent en formation, ne collectent pas forcément. Le certificateur en a besoin pour l'accrochage. Et puis, il y a une dernière façon de faire, qui serait que plutôt que de renseigner tous les éléments sur les titulaires, on pourrait renseigner son numéro de dossier de formation s'il y a eu un financement CPF côté EDOF. Et ben on rentre mon ID dossier, nom, prénom, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de renseigner tous les éléments. L'accrochage se fera directement
par l'ID côté CPF, puisque toutes les infos ont déjà été collectées et renseignées. Mais c'est où et où, hein, du coup, c'est si vous remplissez les éléments sur le dossier de formation, vous ne remplissez pas les éléments sur le dossier titulaire. Donc voilà, là j'ai fait une personne. Maintenant, on va faire un peu de traitement en masse. On va imaginer que votre certification, c'était une promo de 4 personnes. Bon, vous copiez-collez vos 4 lignes, ou vous allez refaire vos matrices avec votre autre Excel et puis vous ferez des copier-coller en masse. Et donc là, je peux accrocher une deuxième personne. En l'occurrence, elle était au même jury, mais c'était le deuxième passage. C'est une personne qui est née en 78, en mars et le 23. Voilà, comme ça, je vais écrire son ID technique qui est un peu plus unique. C'est toujours par admission. C'est toujours une donnée qui est certifiée à vie. C'est toujours le même passage, même date de certification. Enfin bref, finalement, tout est toujours pareil. La voie d'accès pourrait être différente. Et puis, on va mettre une autre personne. On va mettre une de mes collaboratrices, typiquement. Tellement que ça, que vous pouvez changer ou copier vos propres données. Voilà. Et là, j'ai renseigné une deuxième personne avec des données qui sont totalement fausses. Et on va en faire, enfin, vous avez compris le principe, pour en faire une troisième et une quatrième, il faut en fait changer l'ID technique et puis changer les infos sur le titulaire. Donc voilà, là, je vais accrocher 2 personnes. Alors, non, je ne vais pas les accrocher, puisque je n'ai pas de compte sur le portail des responsables de diplôme. Mais j'ai fini mon tableur Excel. Vous l'enregistrez, vous lui donnez un nom qui permet de le repérer rapidement, de faire tout ce qu'il faut pour le retrouver. Et vous allez retourner sur notre site accrochage.mycertif.fr. Conversion d'un fichier XLS en XML. C'est ici qu'il faut aller remettre le Excel qu'on vient de compléter ensemble. Donc, vous faites choisir un fichier, vous allez sur votre ordinateur, vous allez sur le bureau. Moi, je vais le glisser sur un. Enregistrer, il est là. Choisir un fichier. Voilà, modèle Excel machin numéro 22. Générer mon XML. On vous demande des coordonnées. Là, en l'occurrence, moi, je vais mettre n'importe quoi. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi aussi, mais je vous invite à mettre des choses concrètes parce que ça me permettra, si vous avez des erreurs, que si vous me contactez, que moi, je puisse aller regarder dans les logs de l'outil sans avoir à ouvrir vos fichiers Excel. RGPD oblige de pouvoir regarder ce que le log d'erreur m'a donné comme erreur. Il me dira, colonne 4 dans les date de validité ne peut pas être vide. Ah bah oui, en fait, à la ligne 24, il y a un truc qui est vide. Et puis, vous allez ouvrir votre fichier Excel. Et effectivement, ligne 24, il y a une cellule qui est vide et c'était ça l'erreur. Donc, mettez des vraies coordonnées. Puis, tant qu'à faire, ça permet de faire un suivi aussi auprès de la Caisse des dépôts. Si un jour, ils nous demandent voilà, des choses concrètes, plutôt que de leur dire on a généré 1000 XML mais avec que des infos farfelues, on pourra donner des choses un peu concrètes. Donc là, voilà, ça a généré mon XML. Alors, heureusement, c'est juste, puisqu'on est en train de le faire ensemble. Et donc, le modèle que nous, on a créé, il respecte les contrôles de surface de la Caisse des dépôts. Mais si on avait rempli ici un XML, un Excel avec des erreurs, par exemple, ici, on pourrait le faire, mais bon, c'est un peu longué, mais si ici, j'enlève ça et j'enlève juste ça, par exemple, nature du déposant, enregistre le Excel, je retourne et je remets pour générer le XML, il va me dire erreur. En l'occurrence, là, j'ai généré le XML, je vous montre à quoi ça ressemble. Un XML, ça ressemble à ça. Donc là, on a généré le XML dans lequel vous retrouvez votre ID client, votre ID contrat, vous êtes certificateur, RS1212, par admission, tadadam. Et là, voilà, on a le premier accroché, donc c'est moi, Clément Biche, et on a le deuxième accroché un peu plus bas, voilà, Léa Rousseau. C'est ça le fichier XML. Donc ce fichier XML, là, vous ne le traitez pas, vous le gardez, vous l'archivez, vous ne le remanipulez pas, vous ne le modifiez pas. Vous allez sur le portail des responsables de diplôme et de certification sur lequel vous aurez vos identifiants, vous vous connectez avec vos identifiants et vous déposez le XML. Là, je ne peux pas le faire, je n'ai pas d'accès, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble après avoir généré le XML chez nous. Je vous copie-colle juste ça au cas où vous avez des erreurs de traitement, pas des erreurs de traitement, des erreurs sur la composition des éléments de votre Excel où vous avez des questions. Il y a un webinaire qui avait été fait par la Caisse des dépôts qui était très complet, qui refait exactement ce que je suis en train de faire là, mais avec les vrais termes et les bonnes terminologies. Et il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il raconte sur les équivalences, Dish-Comp, les équivalences langue européenne, etc. Si vous voulez le vrai bon discours
la Caisse des dépôts, il est là. Je vous ai mis le lien dans le chat au cas où si vous en avez besoin. Je reprécise du coup que la génération du XML chez nous, si elle s'effectue, c'est que les contrôles de surface justement de la Caisse des dépôts ont été faits et que donc c'est un XML qui sera recevable et déposable sur notre accès de la Caisse des dépôts. Et donc, voilà comment ça va s'orchestrer. Quand vous allez déposer, avancer dans la vidéo, vous avez téléchargé le XML, vous l'avez récupéré, vous avez créé votre compte administrateur sur le portail des responsables de diplôme et de certification, vous avez créé votre mot de passe, donc ça c'est des choses que normalement vous avez déjà faites avant, hein. Et du coup, une fois que votre compte il est créé, voilà, vous arrivez sur une interface qui ressemble à celle-ci, qui est très simple, hein. Sur le portail des responsables de diplôme, quand vous êtes connecté, vous avez tout simplement déposé un fichier XML, consulter un fichier et gérer les infos de votre compte. Donc là, on va faire déposer un fichier. Vous allez glisser, déposer le XML que vous avez généré sur notre outil. Voilà, déposer un fichier, tout simplement. Et une fois que vous l'avez déposé, vous avez deux choses. Déjà, il vous dit s'il a été correctement reçu. Donc là, on l'a déposé dans notre exemple le 31 mai 2022 à 15h35. Il vous dit que c'est un traitement en cours. Quand c'est traitement en cours, quelque part, c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça veut dire que votre fichier XML a été accepté par la Caisse des dépôts en termes de recevabilité technique. C'est les fameux contrôles de surface que l'on a fait dans notre outil. Si vous aviez généré un XML vous-même à la main et que vous aviez, je ne sais pas, une erreur, parce que vous avez oublié de refermer une balise pour X raison de manière informatique, ici, il vous dirait erreur, en fait, votre fichier n'est pas recevable. Donc, traitement en cours, ça veut dire que déjà, on a passé la première étape. Et assez rapidement, dans les heures ou les jours qui vont suivre, vous allez avoir ici un changement qui va vous dire que le traitement n'est plus en cours, mais que le traitement est terminé. Et il va vous dire s'il est terminé avec succès ou terminé avec erreur. Et donc, savoir ce que vous avez réussi à accrocher ou ce que vous n'avez pas réussi à accrocher, vous allez recevoir sur ce même portail un petit fichier texte d'accusé de traitement. Vous pouvez télécharger. Ce fichier texte, vous l'ouvrez avec un bloc-notes, avec n'importe quel truc Word. Et dedans, il va vous dire ceux qui sont en passage OK et ceux qui sont en passage KO. D'un point de vue langage informatique, comprendre OK égale accroché, KO égale pas OK égale pas accroché. Alors, dans le fichier de traitement, de petit texte que vous allez recevoir, il commence par ceux qui ne sont pas accrochés. Donc, vous pouvez avoir, je ne sais pas, si vous en déposez 100, vous essayez d'en accrocher 100, et que vous avez la moitié qui est accrochée et l'autre moitié qui ne l'est pas. Si vous avez 50 personnes qui ne sont pas accrochées, vous allez avoir votre accusé de traitement avec énormément de KO, 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 et avec à chaque fois l'erreur associée à chacune des personnes. Donc, ça peut être très long. Et vous pouvez vous dire, mais en fait, ça n'a pas marché, ça a tout bugué. Non. La liste des non accrochés avec les erreurs est en haut. Et si vous allez tout en bas, vous allez avoir 50 lignes uniques de gens qui sont accrochés. Alors, à partir de là, deux choses à faire. Tous ceux qui sont OK, comprendre, accrocher, vous, c'est mon conseil. Vous faites ce que vous voulez. Mais de mon point de vue, vous retournez vous réouvrez le fichier Excel que vous avez créé pour générer le XML. Tous ceux qui sont accrochés en OK, en pas OK d'ailleurs, il ne va pas vous dire Clément Biche, le nom du titulaire, OK. Il va vous dire ID technique 2023 07 12 19 86 02 15 1. OK. C'est à ça que sert ce numéro. Donc vous savez que lui, il est accroché, lui, il n'est pas accroché. Vous reprenez votre fichier Excel, vous reprenez votre fichier texte des accusés de traitement, vous dites lui, il est accroché, vous passez la ligne en vert. Lui, il n'est pas accroché, vous passez la ligne en rouge. Vous les faites tous comme ça. Ensuite, vous retriez ou vous mettez une nouvelle colonne avec des croix, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, vous archivez un fichier Excel de base en mettant tous ceux qui sont accrochés et tous ceux qui ne le sont pas. Ensuite, vous allez dupliquer ce fichier Excel. En gros, vous copiez-collez votre fichier Excel sur votre ordinateur. Vous le réouvrez. Vous supprimez les lignes de ceux qui sont en vert, puisque c'est ceux qui sont accrochés.
On n'a pas besoin de les réaccrocher, on les oublie, on les a archivés, c'est terminé. On ne garde que les lignes qui sont en rouge, et là, vous faites la chasse aux erreurs. Pourquoi cette personne n'est pas accrochée? Soit l'erreur, elle vous est donnée, et elle est simple, je sais pas, on va vous dire, je sais pas, j'ai pas d'exemple, parce que moi j'ai que la plupart des erreurs qu'on a, c'est des erreurs de aucun titulaire ne correspond à la personne. En clair, il n'arrive pas à la retrouver. Ça veut dire que toutes les infos que vous avez là sur les titulaires, en clair, c'est il y a un nom, il y a une erreur quelque part. Elle n'est pas née en 89, elle n'est pas née ce mois-là, en fait, c'est pas une femme, je ne sais pas, il y a une erreur quelque part, elle n'est pas née à Paris. Il faut trouver où est l'erreur, la corriger, régénérer un XML, redéposer et voir du coup ceux qui sont passés en OK et en KO, et on recommence, et on recommence, et on recommence, jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucun rouge et qu'on n'ait que des verts. La plupart du temps, hein, l'erreur la plus classique, hein, c'est celle que je mets ici. Elle est où? Je l'ai plus là. Et c'est cette fameuse erreur, aucun titulaire ne correspond à la personne. Et pourquoi elle n'est pas reconnue? C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à recomposer le numéro de sécurité sociale, donc il y a une erreur de collecte quelque part. Si l'erreur est plus identifiable, je sais pas, du type le RNCP n'existe pas, ou le RS 1212, on sait pas, il n'existe pas, on ne le retrouve pas, l'erreur, elle sera écrite, je ne sais plus comment elle s'écrit celle-là, mais il y aura écrit clairement, cette personne-là, on ne peut pas l'accrocher parce que on n'arrive pas à retrouver le RS. Ah bah oui, c'était pas RS 1212, c'est RS 1213. Vous changez RS 1213 sur tous ceux que vous avez essayé d'accrocher, là déjà, ça devrait un peu mieux se passer. Bon, voilà pour faire un peu le tour, pour dégrossir le sujet là en pas loin de 50 minutes. Euh, pour rappel, donc cet outil est gratuit. Et si vous avez des soucis ou des erreurs ou des problèmes, et ben vous pouvez m'envoyer. De toute façon, le site vous le dira si vous n'arrivez pas à générer le XML. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un mail sur clément@mycertif.fr, de vous dire pourquoi ça n'a pas marché, ou de vous aider, ou de vous traduire les erreurs si besoin. Et ensuite, sachez que je n'aurai pas forcément réponse à tout. De toute façon, les réponses que je vais vous donner ne seront pas paroles d'évangile, puisque nous ne sommes pas les pauvres et on ne parle pas en leur nom. Donc, je vous copie-colle ici un lien qui vous aidera avec un guide complet, et notamment pour créer des tickets auprès de la Caisse des dépôts. Si, une fois que vous avez vos accès, vous avez des questions où ça ne marche pas, vous voulez les prévenir de quelque chose, et vous pourrez tout simplement vous adresser à eux avec un outil de ticketing au travers duquel ils pourront vous répondre, et au moins, ça permet de savoir où vous en êtes, de dire à la Caisse des dépôts, voilà, j'ai pas réussi à accrocher telle personne, expliquez-moi pourquoi, ou ah oui, d'accord, j'ai compris, mais voilà, d'être en relation avec eux, plutôt que d'avoir encore 70% ou 30% ou même 10% de personnes qui ne sont pas accrochées, sans montrer que vous êtes dans la résolution du problème. Et la Caisse des dépôts, dans ce cas-là, à un moment donné, si vous n'êtes pas en relation avec eux, que vous avancez pas, et puis finalement vous avez accroché que 10%, ça va forcément coincer à un moment donné. Voilà, écoutez, j'arrive un peu au bout de ce webinaire. C'est parfait, il nous reste 10 petites minutes. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose, si vous voulez qu'on traite un cas particulier, mais si c'est le cas, merci d'anonymiser ce que vous allez dire sous couvert du RGPD. Et puis si tout est clair et vous n'avez pas de questions, allez manger plus tôt. N'hésitez pas à lever la main ou à vous poser les questions dans le chat, ou je peux vous redonner la parole sans souci. Alors, Diane qui dit si on a l'appui My. Ah, ici en application MyCertif, pas besoin de faire le tableau Excel. Je confirme, si vous utilisez MyCertif, on n'a pas besoin de faire le tableau Excel. Si vous utilisez notre logiciel MyCertif, alors ça va même plus loin d'ailleurs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans ma presse commerciale de MyCertif. C'est que dans MyCertif, donc notre outil qui est payant pour le coup, attention, qui gère toute la dimension des organismes certificateurs. Quand vous avez fini votre jury de certification et que vous avez édité un parchemin, et automatiquement, ça va générer le XML des personnes qu'on est censé accrocher. Et dans ce cas-là,
Ça va vous générer le XML. Le dépôt du XML se fait toujours sur le portail des responsables de diplôme et de certification. Il n'y a à ce jour pas d'API avec la Caisse des dépôts et pour aucun des acteurs du marché qui pourrait aller déposer automatiquement le XML. Et c'est d'ailleurs pas prévu à date. Donc, vous allez sur le portail des responsables de diplôme, vous téléversez votre XML, vous allez avoir un accusé de traitement qui va vous dire bah, traitement avec erreur ou traitement réussi. S'il y a un traitement avec erreur, eh ben, là, jusque-là, vous réouvriez votre tableau Excel, etc. Là, vous prenez le petit fichier texte d'accusé de traitement, vous le retéléversez dans MyCertif et il va vous flaguer tous les gens dans le logiciel qui sont accrochés, tous ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, il va vous traduire l'erreur et donc vous n'aurez à corriger que les candidats, les personnes qui a à corriger. Donc, on gagne une petite étape. On n'a pas tous ces trucs d'archivage de fichiers Excel à faire, etc., etc. Alors, du coup, que signifie la guide technique XXXX existe déjà en base SVP? Bah, ça, c'est un message d'erreur que vous avez reçu sur un accusé de traitement de la Caisse des dépôts. Je vais reprendre mon fichier Excel. Parce que du coup, je mets là, voilà. Ici, on a créé les ID techniques. Et ben, s'il vous dit qu'il existe déjà en base, c'est qu'il est déjà accroché en fait. Donc, c'est que vous avez essayé de réaccrocher quelqu'un qu'il est déjà. Typiquement, c'est peut-être dû, quand vous avez votre accusé de traitement, vous avez ceux qui sont passés en KO, ceux qui sont passés en OK. Si vous n'avez pas fait ce jeu de dire, celui-là il est vert, celui-là il est rouge, et que finalement vous avez repris tout le tableau, et puis que vous avez corrigé que ceux qui sont avec des erreurs, mais que vous avez toujours tout le monde dans le tableau, et que vous avez régénéré un XML avec tout le monde, et que vous avez réaccroché tout le monde, il va vous dire, attendez, lui, il est déjà accroché de la dernière fois. Donc, il va vous dire, l'ID technique existe déjà en base. Donc, pourquoi vous voulez le réaccrocher? Donc, c'est à mon avis, vous avez essayé de réaccrocher quelqu'un qui était déjà accroché. Si vous regardez votre précédent accusé de traitement, cet ID technique, il doit être en OK quelque part. Et en fait, vous avez réessayé de le refaire. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me repassez un mail. Vous avez mon numéro de téléphone là qui est affiché. N'hésitez pas. Vous m'appelez et je répondrai à vos questions avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt.